de la conférence ES qui s'est tenue à Montréal en 2022. Qui ont été délivrés après dans la 24e conférence sur le VIH qui s'est déroulée à Montréal. On ne va pas tout dérouler, on va essayer de voir les différentes résumés qui ont été jugés nécessaires et essayer de faire une sélection. Le reste, je vais vous dire après où vous pouvez trouver le résumé. Alors, je vais essayer de vous présenter les résultats des recherches qui ont été menées, premièrement au niveau de la prévention du VIH et de la santé sexuelle. Et puis, je vais vous parler sur certaines recherches sur les interventions communautaires. Et puis, je vais parler du financement et de durabilité des services. Au niveau de la prévention, certaines études ont insisté surtout sur la prophylaxie post-exposition, PrEP. Et cette étude qui a été effectuée au Kenya voulait voir s'il n'y a pas des effets délétères de la prophylaxie post-exposition chez les femmes enceintes. 664 femmes ont été incluses dans l'étude et on évaluait si, après donc, la mise sous PrEP, qu'il n'y avait pas des effets sur la croissance, le poids et la taille, ou bien sur le développement des enfants à long terme. On a trouvé qu'il n'y a aucune différence au niveau du développement, au niveau du poids, de la taille et du neurodéveloppement pour les enfants qui ont été exposés à la prophylaxie post-exposition 24, 30 et 36 mois après. Donc, après la conférence, on nous a bien tranquillisé que les femmes enceintes peuvent être mises sous prophylaxie post-exposition sans aucune conséquence sur les naissances. Au cours de la conférence, l'OMS aussi a profité pour nous donner des recommandations sur comment délivrer la prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire notamment sur la fréquence de visite, qui normalement doit prescrire la prophylaxie post-exposition, où on peut se procurer la prophylaxie et quel est le paquet de services qui est délivré. Cette étude au Kenya a été effectuée dans le cadre de montrer comment on conduit la prophylaxie. Et normalement au Kenya, la prophylaxie post-exposition est délivrée dans les cliniques et c'est d'une façon trimestrielle sur l'année. Donc, c'est-à-dire 4 visites par an. Et à chaque visite, on doit normalement faire le test VIH. On a effectué une étude randomisée sur 6 mois et on a essayé de voir parmi ceux qui ont on a essayé de tester ceux qui ont été mis sous prophylaxie post-exposition. Et après 12 mois, dans les groupes de participants, on a trouvé aucun cas positif. Donc, 60% des gens qui ont été fait des visites ont été testés négatifs après 12 mois de mise sous PrEP. Au PESI, là on est au niveau de ceux qui délivrent la PrEP. Au PESI, en 2020, les infirmières ont été formés pour prescrire la prophylaxie post-exposition et on a trouvé que le taux d'adhérence a été de 2,1% chez la PrEP qui a été délivrée par les infirmières. Et par contre, c'était de 0,1%
si la prescription a été effectuée par le médecin. Donc là, on a vu que la prophylaxie post-exposition est bien suivie lorsque la prescription a été faite par les infirmiers plutôt que les médecins. 13% de prescriptions ont été faites chez les usagers de drogue et contre 7% chez les prescriptions médicales. Du moins, au niveau des infirmières qui ont été formées, ceux qui utilisent des drogues ont été formés à part et on a trouvé que tout simplement l'adhérence au niveau de la prophylaxie post-exposition, c'est beaucoup plus consommé si c'est au niveau communautaire, c'est-à-dire soit les infirmières, soit ceux qui sont même exposés, s'ils sont formés pour s'auto-prescription, donc pour une auto-prescription communautaire, c'est là où on a trouvé que c'est vraiment efficace. Donc, après la conférence, on a dit qu'il est bien nécessaire de former les gens au niveau communautaire, que ce soit les infirmiers, que ce soit même les gens qui sont exposés, pour disponibiliser les produits au sein de la communauté sans toutefois les obliger d'aller au niveau des structures de soins. Au Vietnam, on a vu qu'on a essayé de voir, de disponibiliser les produits dans les différents niveaux et on a trouvé que 30% des clients, c'était 32% au niveau des cliniques publiques, 32% donc ça, c'est au niveau de la population exposée, donc dans les cliniques de population exposée, et 23% recevaient les médicaments via le téléhealth, c'est-à-dire qu'on leur donnait des rendez-vous via au niveau, c'était délivré du point de vue électronique par les messages au niveau des téléphones, et 10% dans les cliniques privées et 2% dans les cliniques services mobiles. Donc tout simplement, avec ces chiffres, on voit que les gens, en grand nombre, commencent au niveau des cliniques, mais à long terme, on a vu que la participation diminuait au fil du temps. C'est-à-dire que peut-être les gens évitaient de fréquenter les cliniques pour aller s'approvisionner par d'autres moyens. Une autre recherche a essayé de voir si le fait de prendre les antibiotiques pouvait réduire les infections sexuellement transmissibles chez les populations à risque. Donc, 327, on a pris un échantillon de 501 homosexuels, les bisexuels et les femmes trans, et parmi eux, 327 étaient VIH négatifs et 174 étaient VIH positifs. Et il y a eu une prescription de 200 mg de doxycycline avant le rapport sexuel exposant. Donc, 72 heures avant le rapport sexuel exposant. Et on a vu que l'incidence de contracter l'infection à gonorrhée et à chlamydia était réduite de 66%. Donc, le fait de prendre une prophylaxie antibiotique avant un rapport sexuel exposant réduit le risque de contracter l'infection sexuellement transmissible. Donc, après la conférence, il y a eu une recommandation de suggérer aux gens de prendre de la doxycycline en prévention 200 mg avant un rapport sexuel exposé. Aussi, au niveau de la conférence, il a été question de souligner qu'actuellement, à part la PrEP orale, il existe la PrEP injectable à longue durée d'action. Et là, on a vu que c'est vraiment efficace par rapport à la PrEP orale, puisque la PrEP orale
Donc, ce sont des prises les personnes exposées sont obligées de prendre régulièrement les comprimés, tandis que la PrEP injectable à longue durée d'action, c'est une injection pour 2 mois. Et aussi, il y a l'anneau vaginal à la dapivirine qui a une durée de 2 mois. Donc, la dapivirine et le cabotegravir injectable sont déjà disponibles dans pas mal de pays, mais ce n'est pas encore connu dans plusieurs pays. Ça, c'était vraiment une innovation qui a été démontrée au niveau de la conférence. Et on va y arriver plus tard, à part que c'est vraiment cher. Donc, ce n'est pas encore disponible dans pas mal de pays. Mais l'efficacité est prouvée que le cabotegravir injectable pour une durée de 2 mois et le dapivirine, l'anneau vaginal de dapivirine pour 1 mois, donc ont une efficacité prouvée par rapport à la prophylaxie post-exposition orale. Une autre chose qui a été recommandée au niveau de la conférence, c'est l'intégration du message U-ECOU, c'est-à-dire Undetectable Equal Untransmissible. Cela veut dire que c'est un slogan qui a été mis en place pour montrer que les personnes vivant avec le VIH-Sida qui sont sous traitement avec une charge virale contrôlée ne sont plus transmissibles au VIH-Sida. Donc, si, avec ce message, c'est un message clé qui est utilisé dans les communautés pour sensibiliser les personnes vivant avec le VIH-Sida, de prendre correctement les médicaments, de bien contrôler leur charge virale, comme ça ils seraient tranquilles que le taux de transmission est nul. Mais c'est un message qui a été critiqué dans pas mal de recherches. Une étude au Canada a trouvé que au niveau des professionnels de santé ont des difficultés à délivrer le message. En Angleterre, on a essayé de trouver un moyen par lequel on délivre ce message par vie électronique, donc les sessions de formation électronique en ligne, pour essayer de diffuser le message avec leurs clients. Et là, ça évite de faire des bruits au niveau de la communauté, chacun avec son téléphone ou bien avec son support électronique pourrait recevoir le message facilement. Donc, ça a été recommandé d'utiliser le message car ça a prouvé d'efficacité dans pas mal de pays. En Amérique latine, il y a eu une étude, une campagne de sensibilisation avec le slogan U-ECOU s'utilise au niveau des médias sociaux, au niveau des musiques vidéo, au niveau des communautés. Là, il y a des rencontres régulières qu'on appelle des caravanes de musique. Et là, on essaie d'aborder différents thèmes dans ces caravanes de musique et on profite de l'ambiance de musique pour essayer de délivrer le message et ça a prouvé pas mal d'activités. Par exemple, s'il y a une activité qui est prévue de loisir, on profite également pour diffuser le message U-ECOU. Et là, on a essayé d'être très simple. Donc, ça a été recommandé que dans nos communautés, on organise, pour les plus concernés, on organise des séries de fêtes communautaires où on pourra introduire le message. Mais dans pas mal de pays, ce sont dans les Caraïbes et en Afrique, et on a trouvé que le fait de délivrer le message dans les lieux publics, ça pourrait renforcer la stigmatisation. C'est une question à discuter du moins dans mon contexte, ça dépend des communautés, mais du moins, c'est un des outils qui a été recommandé par la conférence, mais dont la mise en application est discutable selon les régions et selon le contexte
communautaire. Mais notre grand bailleur que vous connaissez, le PEPFAR, le programme présidentiel des États-Unis qui finance pas mal des activités de lutte contre le VIH-Sida, surtout en Afrique, le PEPFAR nous recommande d'intégrer le message UICOE dans le paquet de services qu'on délivre quotidiennement. Un autre aspect qui a été développé au moment de la conférence, c'est ce qu'on appelle la précision, donc la santé publique avec précision, où chaque intervention doit se baser sur les résultats des recherches qui ont été effectuées. Alors, la précision commence au niveau, c'est-à-dire que là, on nous recommande de délivrer les soins par rapport aux données concrètes qui sont plus détaillées et qui sont prédites sur une période donnée. Bon, donc, on a l'habitude d'utiliser les chiffres qu'on a, mais actuellement, les statisticiens ont essayé de faire des avancées dans ce qu'on appelle les prévisions sur une période quelconque. Des études avec une modélisation, c'est-à-dire dans des études où on projette sur une période donnée. Et là, au lieu d'utiliser des données sur place, on utilise des données extrapolées sur une longue période pour essayer d'améliorer les interventions qu'on fait. Là, on va utiliser les données géographiques, les données basées sur l'âge et le sexe, les données basées sur les populations à risque, les populations clés, et on va essayer d'extrapoler. Par exemple, au niveau de l'âge et sexe, on est en train de différents programmes priorisent les adolescents, les femmes enceintes, et aussi, on a trouvé qu'il faudra extrapoler vers les personnes âgées, par exemple, et aussi de voir comment de délivrer des interventions par rapport à différents groupes détaillés. Pas également se focaliser sur les plus exposés. Là, on est toujours on arrive au niveau communautaire. Et après la conférence, on a essayé de nous dire qu'il faut une éducation basée sur les priorités. Par exemple, dans le programme de prévention, il faudra également insister sur la question de l'égalité des genres, la question des droits humains, la question de leadership communautaire et l'intégration et l'investissement. Par exemple, si on a essayé de prioriser des actions, on a vu que dans pas mal de régions, les objectifs, ça c'est le 95, ça zéro traité, 95% sous traitement et 95% de contamination. C'est pas bien visible, mais ça c'est le degré d'atteinte de ces objectifs par rapport aux différentes régions du monde. Mais c'est pas très bien visible. Mais on a vu que dans pas mal de pays, on a atteint, du moins on est dans presque autour de 80% dans pas mal de pays. Alors là, la conférence nous a recommandé de revoir nos priorités et essayer de voir les axes qui n'ont pas encore été touchés, qui bloquent que les objectifs soient atteints comme ça a été donné. Donc, on devrait normalement atteindre ces objectifs de 2021, mais on nous recommande de revoir là où on a eu des faillites pour essayer d'avancer et que d'ici 2030, on aura éliminé la pandémie VIH. Toujours au niveau communautaire, l'ONU-SIDA recommande actuellement que
qu'il faut associer les organisations à base communautaire et que donc 30, 80, 60%, ce sont les objectifs, 30% de têtes, 80% de services de prévention et 60% de programmes d'accompagnement, que ce soit délivrés par les organisations communautaires plutôt que les cliniques. Ça, ce sont les étapes qui ont été recommandées par la conférence pour essayer de faire ce qu'on appelle le monitoring communautaire, le community-led monitoring, qui est un processus, voilà, merci, qui est un processus par lequel on associe les communautés dans la riposte contre le VIH-Sida. Donc, la première étape, c'est l'analyse communautaire, ou bien l'identification des problèmes. La deuxième étape, c'est la collection des données. Troisième étape, l'analyse des données dans le temps. Et quatrième phase, il s'agit de voir les investissements, donc la source de financement. Et la cinquième étape, ce serait de constituer des groupes communautaires pour essayer de rédiger les propositions. Et la sixième étape, c'est la phase de résolution des problèmes par l'implémentation des projets. Alors, en fait, il y a une étude qui est revenue sur l'apport coût et l'efficacité de la PrEP injectable en Afrique du Sud. Là où on a trouvé que on a fait une étude de modélisée et on a prévu sur une période et on a vu que l'utilisation, on a comparé l'utilisation de la tenofovir et l'imcitabine orale comparativement au cabotegravir à longue durée d'action. Et après une comparaison, on a vu que la PrEP à longue durée d'action est efficace, mais qu'il est cher par rapport à la PrEP orale. C'est toujours dans le même ordre d'idée, on a essayé de comparer avec le coût par an de chaque méthode, mais du moins, on a trouvé que le cabotegravir injectable est efficace par rapport à la PrEP orale, mais que le problème est le coût. Donc, on est en train de voir avec les différents partenaires si, avec les appuis financiers, on pourra disponibiliser le produit dans beaucoup de pays. Ici au Congo, je pense qu'ils n'ont pas encore eu de la prophylaxie post-exposition par voie injectable, de même que dans beaucoup de pays africains. Là, ce sont les stratégies proposées pour le mettre disponible. Il y a une organisation qui s'appelle VIVFK qui s'est proposée pour essayer de produire le cabotegravir injectable générique pour essayer les études sont en cours pour d'abord le confirmer et ensuite le rendre disponible dans environ 90 pays. Mais là, on n'a pas encore commencé à le disponibiliser. En fait, pour terminer, il y a une étude en Thaïlande qui a été effectuée pour voir la durabilité des programmes de PrEP. Et là, en Thaïlande, on a vu que les services de PrEP ont été appuyés par des donateurs externes, tels que le Fonds mondial, la Croix-Rouge et différents autres projets. On a vu que d'ici 2025, la PrEP sera disponible sur toute l'étendue de Thaïlande. C'est une étude qui a été montrée, qui a été présentée au niveau de la conférence et qui montrait que la Thaïlande, c'est un des pays qui a maximisé la couverture nationale de la prophylaxie post-exposition. Voilà. Ici, on a proposé les différents les schémas pour essayer de mobiliser des fonds.
Là, ce sont des organisations communautaires qui sont vraiment privilégiées. Au lieu que ce soit la mobilisation des fonds, ce soit au niveau des différents programmes, la conférence a recommandé que, par contre, il faudrait que les organisations communautaires établissent des propositions, des activités et des budgets, et que ça remonte de la communauté vers les institutions. Au lieu que ce soit les institutions qui pensent pour les communautés, maintenant, la conférence a recommandé que ce soit le contraire, que ce soit que les idées et les stratégies proviennent des communautés, des organisations communautaires, et aux institutions alors de prouver et d'enrichir avant de soumettre les propositions. Donc c'est ça qui a été recommandé par la conférence du point de vue du financement des activités de lutte contre le VIH-Sida. Ça, c'est un exemple qui a été donné donc, dans Technique des experts en Inde qui ont essayé d'associer la communauté dans l'organisation de la riposte et que ça a prouvé d'efficacité meilleure par rapport aux années antérieures. Alors, je vous remercie pour votre attention. Là, on n'a pas tout dit, c'était juste un petit résumé, mais tous les résultats de recherche qui ont été présentés au moment de la conférence sont disponibles sur le site de la conférence. Et aussi, ce sont des données qui peuvent être accessibles facilement via l'IAS. On peut vous donner les documents, du moins pour ceux qui veulent peuvent nous adresser la demande. On vous adresse les documents. On a tous les documents en anglais, malheureusement, mais je pense qu'actuellement aussi les pays francophones sont en train de mettre un peu d'effort pour essayer de travailler, parce que plusieurs outils de travail sont actuellement en anglais. Je vous remercie pour votre attention. Merci.